Bonjour à tous, je suis heureux d'accueillir aujourd'hui Maya Candel, qui est historienne et spécialiste des affaires américaines, Manuel Lafont-Rapnouil, qui est diplomate et qui dirige le Centre d'analyse et de prospective stratégique du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, et Édouard Simon, qui est chercheur sur les questions européennes à l'IRIS. Nous allons parler donc de l'état du monde aujourd'hui. Et beaucoup de gens se posent des questions après l'élection de Monsieur Biden aux États-Unis sur l'évolution, mais on constate des évolutions plus importantes depuis longtemps. Manuel, depuis une dizaine d'années, est-ce qu'on a une évolution des plaques tectoniques des relations internationales, des changements majeurs par rapport au contexte de l'après-guerre froide? Alors, quand on a des mouvements de plaques tectoniques, généralement, ils ont commencé bien avant qu'on commence à les voir, et c'est probablement le cas aujourd'hui. Il y a eu au début des années 2000 une très grande priorité donnée notamment par les États-Unis à la lutte contre le terrorisme à la suite des attentats du 11 septembre 2001. Mais en fait, un des débats qui était important avant dans la politique étrangère américaine, c'était qu'est-ce qu'on va faire face à la montée en puissance déjà possible, notamment sur le plan économique, et peut-être à l'époque envisageait-on aussi sur le plan politique de la Chine. Et cette question, elle est revenue, elle revient de façon très forte. Et effectivement, on a vu, notamment dans la dernière stratégie de sécurité nationale, qui est un peu le document cadre, le document doctrine de la politique étrangère américaine, dans la stratégie de sécurité nationale de l'administration Trump, on a vu cette idée que ce qui était le plus important aujourd'hui, c'était la compétition entre grandes puissances. Une approche en fait très réaliste, qui n'y a pas nécessairement complètement cadré et collé avec ce qu'on a vu après dans la politique de l'administration, mais en termes de débat, c'est ça. Plus largement, c'est ce que les théoriciens, les universitaires appellent la question de la distribution de la puissance. La puissance est en train d'être redistribuée à l'intérieur du système international. Ça n'est pas juste la Chine et les États-Unis. Et ce qui est important, ce qui me semble important, et je pense qu'on va en parler par la suite, c'est le cadre à l'intérieur de laquelle cette compétition entre puissances a lieu, puisque c'est une autre tendance, c'est l'affaiblissement des règles, des cadres, des institutions, des mécanismes qui permettaient de réguler cette compétition. Et de lui donner une tournure, sinon coopérative, en tout cas de la stabiliser. Or, effectivement, on a besoin de ce cadre multilatéral si on veut non seulement avoir une forme de stabilité stratégique, mais aussi si on veut pouvoir traiter des enjeux qu'on doit traiter en commun, parce qu'aucune puissance peut les traiter tout seul, comme par exemple le climat, ou on le voit très clairement en ce moment, les questions de santé publique mondiale. Et qu'est-ce qu'on peut comprendre quand on parle de puissance contestataire pour parler de la Chine, de la Russie, ou encore de l'Iran, ou de puissances moyennes comme la Turquie aujourd'hui, par exemple? Alors, il y a une des idées qui est derrière ça, c'est l'idée que il y a un ordre international aujourd'hui, ou en tout cas une idée, une visée d'un ordre international qui est construit sur un certain nombre de principes, mais aussi sur un certain nombre d'institutions et de règles. Et ces règles reflètent une vision de l'ordre international, et pour un certain nombre de puissances, elles reflètent aussi une forme de hiérarchie. C'est pas juste que les États ne sont pas nécessairement d'accord avec cette vision sur le fond, est-ce qu'on est pour ou contre les droits de l'homme, par exemple, mais aussi ne sont pas d'accord avec la façon dont les rôles sont répartis. Et donc on voit aussi bien des grandes puissances que ce qu'on appelle effectivement les puissances régionales dire que eh bien ces règles, ces mécanismes, la façon dont les États travaillent ensemble pour traiter les questions ne sont pas représentatives, ne collent pas avec la réalité internationale, et elles aspirent à un changement. C'est aussi ce qu'on appelle les puissances révisionnistes. Et ça se traduit aussi bien par une contestation sur le principe, par exemple, il faudrait réformer le Conseil de sécurité, il faudrait supprimer le veto, que par une mise à bas d'instruments qui servent à stabiliser la compétition stratégique. On voit que la plupart des instruments de contrôle des armements, par exemple, sont contestés aujourd'hui, et puis par des formes d'intervention qui, dans un certain nombre de cas, se font en dehors, justement, du cadre et des règles internationaux. Maya, on parle souvent un peu d'un retour de la posture isolationniste des États-Unis. Est-ce que justement cette déstabilisation des institutions internationales ne reflète pas aussi un désengagement certain des États-Unis du jeu international? Alors, je crois il y a plusieurs choses là-dedans, et je pensais en particulier par rapport à ce que Manuel vient de dire. D'abord, un des traits de Trump
qu'on a vu très clairement cette année 2020, c'est une approche non coopérative des relations internationales, et on l'a vu en particulier très clairement face à la pandémie de Covid, où alors que les États-Unis étaient cette année du G7, il n'a même pas cru bon en fait de réunir les autres États pour essayer d'avoir une approche commune de lutte contre la pandémie. Mais au-delà, je pense qu'il y a plusieurs choses dans votre question. Est-ce que c'est une posture plus isolationniste? Est-ce que c'est quelque chose qui est lié à Trump, au Parti républicain? Est-ce qu'il y a une tendance plus profonde? En fait, je pense qu'il y a un peu des trois qui arrivent avec Trump. C'est-à-dire, Trump arrive au pouvoir avec un certain nombre d'obsessions qu'il a depuis 30 ans, voire plus, et qui sont traduits dans ses promesses de campagne par cette idée que la politique étrangère américaine était un bad deal, quelque chose qui ne bénéficiait plus aux États-Unis parce que justement les alliés, les partenaires et les adversaires profitaient des États-Unis. Donc de là, il en tire une espèce une attitude d'abord assez virulente, voire hostile vis-à-vis des alliés des États-Unis, mais aussi en fait un rejet du multilatéralisme, d'une approche multilatéraliste de la diplomatie et de la politique étrangère. Après, Trump n'avait pas non plus des idées sur tout ou une idéologie très construite. En revanche, il a été entouré, alors il y a eu un turnover assez important, notamment dans ses conseillers à la sécurité nationale, par exemple, mais un de ceux qui a eu la plus grande longévité, plus d'1 an, hein, donc quelque chose d'assez important dans cette administration, c'était John Bolton. Et alors John Bolton, c'est donc un républicain qui arrive lui aussi avec... alors lui, pour le coup, c'est un idéologue, et en l'occurrence, il a une espèce de croisade personnelle qui en fait le héros de ce courant souverainiste du Parti républicain, qui est un courant qui est vraiment ascendant depuis au moins les années 90. Et donc là, on a, au nom de la protection de la liberté d'action, la capacité d'action des États-Unis, qui est aussi une définition de la puissance, une posture vraiment hostile à toutes les institutions internationales, qui considèrent que les institutions internationales et le multilatéralisme sur lesquels elles reposent quand même pour fonctionner sont une entrave à la souveraineté américaine, qui est une valeur qui est placée au-dessus de tout. Donc c'est pas un isolationnisme, mais c'est un changement d'attitude. Et puis enfin, il y a une tendance un peu plus profonde, qui est un repositionnement américain, mais qu'on avait déjà aussi sous Obama. Hein, pour caricaturer et dire ça très vite, je dirais que c'est ce refus d'être le gendarme du monde au sens très large, d'assumer vraiment ce rôle aussi de garant du système international. Alors ça, c'est vraiment davantage Trump, et l'idée que l'unilatéralisme, ou en tout cas, plutôt même plus précisément le bilatéralisme, c'est-à-dire gérer à chaque fois dans des relations bilatérales, c'est la meilleure manière pour les États-Unis de maximiser leur puissance, en fait, alors comprise comme capacité d'influence. Merci Maya. Justement, en parlant d'influence et d'intérêt, les institutions européennes et la France sont des défenseurs du multilatéralisme. Edouard, quelle est la position de la Commission européenne et des pays européens au niveau de l'Union européenne, puisque on peut rappeler que Ursula von der Leyen, lors de sa nomination comme présidente de la Commission, a indiqué qu'elle voulait une commission géopolitique, donc qui peut jouer dans les institutions internationales. Oui, tout à fait. Et je pense que la position d'Ursula von der Leyen, qui est aussi celle qui est défendue par le haut représentant Josep Borrell, en fait reflète une prise de conscience qui est relativement récente et qui est quand même de la part des Européens, qu'ils doivent s'affirmer plus et mieux comme un acteur au niveau international. Et cette prise de conscience, elle est liée très clairement, me semble-t-il, au changement de contexte géopolitique.
D'abord, tel qu'il a été rappelé à la fois par Manuel Lafont-Rapnouil et par Maya Kendall, sur le repositionnement américain, sur le repli du multilatéralisme. On pourra revenir peut-être un peu plus tard sur pourquoi est-ce que le multilatéralisme est aussi important pour les Européens et pourquoi est-ce que les Européens défendent autant le multilatéralisme. Mais clairement, le repli du multilatéralisme, le repositionnement américain vers l'Asie, et un certain nombre de crises à partir de 2014 et qui bousculent très clairement le contexte géopolitique immédiat de l'Europe. On peut penser à la crise ukrainienne qui replace la question des frontières au cœur du débat politique en Europe. L'année 2016, c'est le Brexit. La fin de l'idée que le projet européen ne va que dans un sens. Il est possible d'avoir une désintégration européenne. Et puis, c'est l'élection de Trump. Et ça, l'élection de Trump, c'est un choc pour les Européens parce que c'est la première fois que, fondamentalement, les Européens font face à un président américain qui est philosophiquement opposé au projet même de construction européenne. Et ça, c'est une vraie rupture pour les Européens. Et c'est quelque chose qui laisse des marques encore aujourd'hui, malgré l'élection de Biden, puisque on se dit, mais ok, aujourd'hui on a Biden, qu'est-ce qu'il en sera dans 4 ans ou dans 8 ans? Est-ce qu'on ne risque pas de revoir venir un président américain qui sera moins favorable ou très défavorable au projet d'unité européenne? Et donc on est face à un paradoxe, c'est-à-dire on a une prise de conscience et finalement l'Union européenne est plutôt pas trop mal positionnée en théorie dans une compétition de puissance qui s'est élargie, qui est plus du tout une compétition uniquement militaire, mais qui est une compétition même aujourd'hui avant tout économique, technologique. La question des technologies dans la compétition de puissance est très importante, et donc l'Union européenne pourrait faire valoir un certain nombre d'arguments, de positions fortes, mais on se rend compte que dans les faits, c'est globalement, pour reprendre l'expression qu'a proposée Jean-Claude Juncker et qui me semble-t-il est très bienvenue, c'est une puissance qui s'ignore. Et le potentiel de puissance européen ne se réalise pas vraiment et a du mal à être réalisé dans la vie réelle. Et je pense que ça, c'est avant tout lié au fait que l'Europe, en tant que telle, les Européens ne se pensent pas comme une puissance européenne. Et ça, c'est très probablement, au moins partiellement lié au fait que la construction européenne, comme le rappelle Clément Beaune dans un récent article, s'est construite contre cette idée de puissance et plutôt sur l'idée de la coopération. Et aujourd'hui, tout l'enjeu pour les Européens, c'est de réussir à maintenir cet idéal de coopération en interne et de faire une vraie distinction entre l'interne et l'externe, c'est-à-dire l'interne, c'est la coopération et seulement la coopération. L'externe, et donc les relations avec le reste du monde, c'est coopération autant que possible, mais compétition et utilisation du langage et de la puissance autant que nécessaire. Sinon, on va se faire marginaliser. Et c'est déjà le cas. Merci Edouard. Manuel, est-ce que tu peux revenir un petit peu sur l'importance du multilatéralisme du point de vue français notamment et européen? Oui, bien sûr. Je voudrais juste ajouter 2 choses à ce que Maya et Edouard ont dit, et je suis d'accord avec ça. Il me semble que c'est important de pas perdre de vue. On parle évidemment beaucoup de Trump, et il y a plein de raisons de parler beaucoup de Trump, mais en fait, il y a aux États-Unis des tendances plus profondes qui expliquent aussi qu'un certain nombre de choses étaient déjà là avant cette administration et probablement le resteront. Et d'ailleurs, ces tendances plus profondes existent aussi ailleurs qu'aux États-Unis. Puisqu'on est dans la partie diagnostic, l'attitude vis-à-vis de la mondialisation, le problème de ce qu'on appelle le partage du fardeau et la prise de responsabilité, tout ça est important. Pour les Européens, pour la France en particulier, le multilatéralisme c'est important parce que c'est ce qui donne un ordre à peu près prévisible et stabilisé. Et donc c'est ça qui nous permet de profiter de ce que sont les atouts de la construction européenne, qui effectivement, en fait, en quelque sorte, la construction européenne s'est construite sur l'idée que la coopération, ça amenait la prospérité et la paix, et que l'interdépendance de ce point de vue-là était positive. Et on se retrouve aujourd'hui avec un monde où on voit que l'interdépendance peut aussi avoir des effets problématiques, et même que des puissances peuvent instrumentaliser ces interdépendances à des fins géopolitiques. Et donc c'est pour ça qu'on a le mouvement qu'a très bien décrit Edouard sur la prise de conscience par les Européens qui doivent être géopolitiques aussi, pas pour abandonner leurs projets,
mais pour se prémunir contre l'instrumentalisation et le détournement de leurs projets contre eux-mêmes. Merci Manuel. Maya, un dernier mot peut-être sur la présidence Biden. Est-ce qu'on peut attendre un retour d'une approche multilatéraliste et ouverte des États-Unis? Ah bah oui. Pardon. Alors peut-être pas un dernier mot parce que, enfin, mais oui, absolument. Il y a quand même deux différences majeures. On entend beaucoup en ce moment que de Trump à Biden, ça va rien changer. On entendait d'ailleurs déjà que Trump c'était pareil qu'Obama. Bon, moi je pense que je suis absolument pas d'accord avec cette analyse. Il y a deux différences majeures quand même dans la vision du monde et dans l'approche de la politique étrangère entre les démocrates et les républicains, et c'est très marqué. D'abord dans la vision du monde sur la vision des menaces. Les démocrates mettent en tête les menaces globales, des menaces comme le climat, enfin le changement climatique, les questions de santé, bon là évidemment avec la pandémie, mais aussi les questions comme l'immigration, les mouvements de population massifs, etc. Et par définition, ce sont des menaces qu'un pays seul ne peut pas traiter. Enfin, ça suppose le multilatéralisme simplement pour prendre en compte ces menaces. Et puis le deuxième point qui différencie beaucoup les démocrates et les républicains, c'est que les démocrates considèrent encore, voire encore plus aujourd'hui, les alliés comme des multiplicateurs de la puissance américaine sur la scène internationale. Alors, pas tous les alliés de la même manière, certains plus que d'autres, etc. Bon, c'est une autre discussion. Mais voilà, cette différence de conception, d'approche, fait que on peut s'attendre à quelque chose, à une approche différente de la part de l'administration Biden. Merci Maya, merci Emmanuel, merci Edouard.